Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous. Avant de commencer ce webinaire, je vais vous demander de bien faire attention que vous avez vos micros fermés, en tout cas pour le moment. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et sachez aussi qu'il y aura un temps de questions-réponses qui aura lieu à la fin de ce webinaire, donc pas d'inquiétude. Et donc, comme je vous le disais, merci d'être parmi nous. 5 minutes quand même pour vous présenter Pro Bono Lab et le contexte un petit peu dans lequel on organise ce webinaire. Donc, Pro Bono Lab, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association qui est spécialisée dans le bénévolat et le mécénat de compétences. On s'est donné pour vaste mission de démocratiser l'engagement et de faire le lien entre deux mondes, entre deux types de personnes. Donc, d'un côté, les personnes qui ont des compétences et qui souhaitent les mettre à disposition, et de l'autre, des associations d'intérêt général qui font face à de grands défis et qui ont tous les jours des besoins en compétences. Donc, Pro Bono Lab s'est donné pour mission de faire la passerelle, de faire ces liens entre ces deux typologies d'acteurs. Et comment on le fait? On le fait à travers différents programmes d'intérêt général dans lesquels on va engager nos différents publics, donc que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes sur leur temps de travail en entreprise, etc. On a également un pôle conseil aux organisations où Pro Bono Lab va conseiller des entreprises dans leur stratégie d'engagement de leurs collaborateurs. Et enfin, on a un troisième pôle, et c'est dans ce cadre que vous êtes avec nous aujourd'hui ici, qui est le pôle observatoire, dans lequel on va vraiment tenter un peu d'animer une réflexion collective autour de nos sujets, donc le bénévolat, le mécénat de compétences, mais aussi toutes les questions qui vont toucher à l'engagement. Et donc, à travers ce pôle, on organise différents webinaires, événements. On contribue également à des études qui portent sur l'engagement. Et enfin aussi, on réfléchit surtout à la mesure d'impact de nos différents programmes d'intérêt général dont j'ai pu vous parler précédemment. C'est tout pour la présentation de Pro Bono Lab. En tout cas, sachez que si vous avez des questions là-dessus sur nos missions, on est bien sûr aussi disponible pour y répondre à la fin de l'événement ou dans tout autre cadre. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on organise aujourd'hui le webinaire sur l'engagement dans les territoires ruraux. Donc, pourquoi cette thématique et peut-être un rapide état des lieux, et ensuite je laisserai la parole à nos intervenants sur le sujet. Donc, on constate qu'il y a un engagement des jeunes en territoires ruraux et un bénévolat qui est finalement plus fréquent, contrairement à ce qu'on pourrait penser en milieu rural que les habitants des villes. Donc, les chiffres sont 18% en zone rurale contre 13% en zone urbaine. Côté frein à l'engagement, donc on a bien sûr des freins classiques. Le collectif des acteurs de l'engagement pointé pour l'engagement en général, le manque de temps à 69%, mais aussi la crainte de ne pas être pertinent à 38%, ou encore la méconnaissance du monde associatif à 29%. Donc c'est des freins qu'on va retrouver bien entendu dans l'engagement en territoires ruraux, mais on aura d'autres freins plus propres et spécifiques à ces territoires, donc notamment un frein qui peut sembler assez évident pour tout le monde, mais la mobilité. Et un chiffre parlant d'ailleurs quant à ce frein, c'est un chiffre donné par l'Agence du service civique qui nous disait donc que 6,1% des volontaires étaient issus de communes très peu denses et que seulement 4,7% donc, des missions de service civique se déroulaient dans ces communes. Et elle pointait, l'Agence du service civique, le fait qu'il était plus difficile de mobiliser des personnes en territoire sur ces territoires du fait notamment donc, des coûts de déplacement et de logement des potentiels jeunes volontaires. Mais on reparlera de ces freins et de ce contexte avec nos trois intervenants aujourd'hui. Donc, Mathieu Angotti, qui est conseiller expert territoire en commun, territoire d'engagement à l'ANCT, donc qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Bertrand Colli, qui est ancien membre du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, et animateur des questions de formation à la Maison familiale rurale de la Brenne. Et enfin, Jean-Baptiste Beau, qui est directeur des relations institutionnelles chez Famille Rurale. Eh bien, Bertrand, Mathieu et Jean-Baptiste, pour introduire ce sujet, je vais vous proposer chacun de vous présenter et peut-être de nous donner les contours de ce grand terme, le terme ruralité. De quoi parle-t-on concrètement quand on mentionne le terme territoire ruraux? Quelle en est la définition que vous en donnez et quelle ambiguïté autour de ce terme? Je vais laisser Jean-Baptiste commencer.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Et alors, merci pour cette invitation. Très content de pouvoir échanger sur ce sujet. Pour me présenter, donc moi je suis le directeur des relations publiques de Famille Rurale. Donc Famille Rurale, pour rapidement rappeler quelle est cette structure. Donc c'est le premier mouvement associatif familial en France, donc implanté dans les zones rurales. Et donc c'est un réseau d'associations. Donc on a une fédération nationale donc pour laquelle je travaille. Et donc, on anime un réseau de 2000 associations dans les zones rurales et périurbaines. Et donc, globalement, pour résumer, on apporte des services à la population au quotidien dans ces territoires ruraux qui sont des actions qui sont très diverses, qui dépendent aussi des territoires, mais qui vont de l'aide à domicile, des crèches, des centres de loisirs, des maisons de services au public, de la mobilité solidaire, des actions culturelles. Donc, Famille Rurale, c'est un animateur du territoire, donc de la société civile. Donc, on a 120 000 familles adhérentes, donc c'est un réseau qui est assez important. Euh, donc, nous, quand on parle de la définition de la ruralité, donc comme je le disais, c'est une structure donc, qui est implantée dans les territoires ruraux, mais au sens large. Alors, je pense que en termes de typologie, la NCT, qui a publié récemment une étude, va pouvoir nous donner des éclairages plus précis. Mais c'est vrai que nous, on a toujours eu une vision assez large de ce qu'étaient les zones rurales. Il y a eu des débats là-dessus ces dernières années. On avait une définition de l'INSEE jusqu'à 2020 qui définissait la ruralité plutôt comme ce qui était en dehors des villes, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Aujourd'hui, on considère cette définition a changé, elle est plus adaptée aujourd'hui, mais on considère quand même que 88% des communes et en gros un tiers de la population font partie de ces zones rurales. Après, ce qui est très important pour nous, je pense que mes collègues diront la même chose, c'est la diversité de la ruralité. C'est pour ça que nous, souvent, on parle des ruralités. Alors, c'est un travail aussi qu'on a mené avec le Parlement rural et l'Association nationale des nouvelles ruralités qui regroupe en fait plusieurs acteurs, que ce soit des élus ou des associations et plusieurs structures du monde rural. Parce que c'est vrai que selon les territoires, on a des différences qui sont très importantes. Ça s'est très bien montré dans la typologie qu'a réalisé la NCT. Et en fait, c'est vrai que on a des facteurs à prendre en compte qui vont être ceux, effectivement, de l'influence des villes, mais qui vont être ceux aussi de territoires, par exemple, qui sont plus touristiques, plus résidentiels, ou de zones qu'on appelle, il y a eu des rapports aussi qui ont été publiés là-dessus, hyper rurales, où là, on a des problématiques qui sont différentes. Donc, c'est pour cette raison que, en fait, ces territoires ruraux qui sont diverses, eh bien, il faut en permanence s'adapter, en fait, en tout cas, nous, dans notre activité, à cette diversité, parce que les besoins de la population, parfois les modes de vie, ou en tout cas, ce qu'on peut faire sur ces territoires est assez différent. Donc voilà, on a tous ces enjeux de diversité, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, pour nous en tout cas, famille rurale, ces ruralités au pluriel. Merci Jean-Baptiste. Bertrand, est-ce que vous voulez compléter et également vous présenter? Bien oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, mon parcours, il est plutôt lié à l'éducation populaire. J'étais responsable notamment national du MRJC, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne. Et dans ce cadre-là, j'avais participé à créer le Forum français de la jeunesse qui regroupait les différentes organisations dirigées par des jeunes. Et j'ai été à ce moment-là représentant du Forum français de la jeunesse au CESE. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, et c'est pour ça que je pense que j'ai été invité, je ne sais pas si on le voit, un avis sur la place des jeunes dans les territoires ruraux, donc qui parle notamment des questions d'engagement. Et puis, depuis maintenant 3 ans, je suis retourné sur le territoire qui est le mien dans le sud de l'Indre, sur le parc naturel régional de la Brenne, et j'ai initié un peu la mise en place de cette maison familiale rurale, qui est une structure de formation et qui essaye de travailler, qui démarre, qui est naissante et qui travaille autour de la question de la place des jeunes sur ce territoire-là, des décrocheurs, etc. Voilà. Et sur la question de la définition des territoires ruraux, Jean-Baptiste l'a plutôt bien fait. Ce qu'il disait moi je partage ce qu'il disait sur la définition qui s'est fait pas mal en creux par rapport à l'INSEE vis-à-vis des territoires qui ne sont pas sous influence de pôles, et après avec une définition plus ou moins éloignée de ces pôles urbains, et qui montre aussi à la fois
la peu de prise en compte quand même de ces territoires-là, mais aussi la difficulté de les définir et de rendre visible la diversité de ces territoires-là. Et voilà. Et qui pose après, en plus, à l'intérieur même de ces territoires-là, il y a plein d'autres nouvelles questions qui se posent à l'intérieur même du territoire rural en termes de centralité, etc. Comment ces territoires-là, ils s'organisent? Parce qu'il y a toujours, malgré tout, des villes qui sont plus ou moins petites. Sur le territoire qui est le mien, il y a un bourg-centre qui a un peu moins de qui a autour de 5000 habitants, et puis des communes, quelques communes qui en ont 1000, et puis d'autres qui en ont 100, 200, 300, 500. Et du coup, à l'intérieur même de ces territoires-là, la vie elle se réorganise aussi autour de centralité. Et puis le dernier élément que moi je voulais apporter sur la question des définitions, c'est moi il y a une question qui est apparue notamment dans le travail qu'on avait fait sur le CESE et qui reste pour moi une question, c'est on a notamment une grande traversée du territoire, l'ancienne diagonale du Ville, la diagonale maintenant des faibles densités qui est installée dans le paysage hexagonal et sur lequel au final on se rend compte que au fur et à mesure des décennies, ça perdure. C'est des territoires dont les problématiques pour un certain nombre s'aggravent et sur lesquels il n'y a pas de politique vraiment menée, qui est un vrai questionnement pour moi. Pourquoi on laisse ces territoires-là dans cette situation-là, même si c'est qu'une partie des territoires ruraux, en tout cas, c'est un questionnement. Voilà rapidement. Merci Bertrand. Et enfin, donc, je vais laisser la parole à Mathieu. Je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter sur la définition de la ruralité. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais en tout cas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et peut-être également en profiter pour nous parler du rôle de la NCT? Oui, bonjour tout le monde. Mathieu Angotti, donc effectivement, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, 2 mots sur la NCT. En fait, la NCT, c'est le dernier avatar de diverses administrations qui ont eu voilà, toute une histoire, et notamment d'une administration qui s'est longtemps appelée la DATAR, la Direction d'aménagement du territoire, qui a, depuis les années, je pense, 60, œuvré aux questions d'aménagement du territoire, notamment en dehors des grandes villes et des grandes métropoles. Donc aujourd'hui, ça s'appelle la Direction Territoire et Ruralité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et voilà, c'est le produit de cette longue histoire qui est assez, voilà, qui a eu des hauts et des bas, qui effectivement a une certaine discrétion, on va dire, puisque, comme disaient mes camarades, c'est beaucoup des définitions en creux, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas en ville. Mais bon, voilà, il y a aujourd'hui des programmes qui s'appellent par exemple Petite Ville de demain, ou Action Cœur de Ville, ou Avenir Montagne, ou Village d'avenir, enfin, qui sont en fait, encore une fois, le produit de cette longue histoire de dire qu'est-ce qu'on peut, quand on est l'État, essayer d'apporter aux collectivités qui sont dans ces zones à faible densité pour pas qu'il se passe rien et pour pas que ce lent sentiment de déprise en fait persiste. Alors il persiste en fait. Et c'est vrai que pour rejoindre ce que disait Bertrand, il y a quelque chose d'assez. Il y a une thèse qui est sortie d'ailleurs cet automne qui est très très précise sur ce point, sur la question du décrochage des territoires hors métropole par rapport aux métropoles et à quel point finalement dans une logique presque de compétition, limite presque de compétition internationale, on a beaucoup focalisé l'attention sur essayons d'avoir des super pôles de compétitivité qui sont les grandes métropoles, en espérant que ça ruisselle derrière sur les territoires qui sont un peu plus loin. Mais ce ruissellement, en fait, n'intervient pas. Et du coup, c'est plutôt un décrochage qui continue à se faire entre les uns et les autres. Donc voilà, donc c'est compliqué. Moi, je travaille dans une agence qui essaye d'œuvrer à une forme de rééquilibrage, mais on sent qu'il y a des tendances de fond qui sont peut-être tout aussi, voire plus puissante que ça. Et donc, j'imagine qu'on n'est pas au bout de cette histoire. Nous, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup de travailler en dehors des grandes métropoles. Moi, personnellement, je suis sur une petite démarche, entre guillemets, mais voilà, qui s'appelle Territoire d'engagement, tu l'as dit tout à l'heure, qui vise à aider les collectivités, et notamment les collectivités en dehors des métropoles, à donner une place aux habitants, en fait, dans l'histoire des politiques locales. On parle de démocratie participative, de participation, d'engagement citoyen, mais grosso modo, ça consiste à nourrir la coopération entre les collectivités, les communes notamment, et les habitants. Et peut-être un point pour définir vraiment un angle très particulier qui pourrait nourrir la définition de la ruralité. Il y a quelque chose d'assez spécifique dans les territoires dits ruraux au sens pluriel du terme, c'est la façon dont travaillent les élus locaux
et les agents des collectivités, des communes notamment, la plupart des élus locaux du monde des ruralités ne sont pas des professionnels de la politique. En général, ils ont un métier en dehors de leur mandat. C'est pas ça qui leur fait gagner leur vie. Et donc, ils ont un engagement qui est assez singulièrement différent dans sa nature des professionnels de la politique qu'on va retrouver dans les métropoles, dans les grandes collectivités. Et je pose pas de jugement de valeur, hein. Je dis juste que ça donne du coup un rapport à l'engagement et à leur mandat qui parfois fait beaucoup plus penser à un engagement associatif, tant cette dimension de non-professionnalité et d'engagement pour d'autres motivations se fait sentir. Quant aux agents, en fait, contrairement là aussi aux grandes métropoles, aux départements, aux régions, en général, ils sont peu nombreux. Ils font face du coup à des problématiques d'une complexité extraordinaire sur les questions d'eau, d'énergie, de mobilité, alors qu'ils sont peu nombreux, pas forcément non plus outillés techniquement sur des choses très pointues, très précises. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on trouve d'assez marquant sur l'ensemble des territoires des ruralités, cette approche des élus et cet isolement des agents. Et donc voilà, ça pose tout un tas de questions intéressantes derrière. Merci Mathieu. On y reviendra aussi un peu tout à l'heure quand on parlera notamment frein à lever. Je vais vous proposer maintenant de vous prêter à un exercice ambitieux, dresser un état de l'art autant que possible et avec le temps que l'on a sur l'engagement dans les territoires ruraux et surtout nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu. Bertrand, quel constat au niveau de l'engagement dans les territoires ruraux et notamment sur la cible jeune? Vous nous aviez donc parlé du rapport du CESE auquel vous avez contribué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, ouais, je crois que Bertrand a un petit souci de connexion. Bon, c'est pas grave, je pense qu'il va revenir. Jean-Baptiste, peut-être je vous propose de commencer à prendre la parole donc, sur cet état de l'art et sur les premiers enjeux que vous identifiez donc, de l'engagement dans les territoires ruraux. Oui, on va attendre Bertrand. Alors, effectivement, bon, nous, c'est vrai qu'en tant qu'association et en tant que réseau associatif, donc on est évidemment au cœur de ce sujet, puisque nos structures sont faites justement pour s'engager, elles sont dirigées par des bénévoles. Je crois que Bertrand revient. Alors, est-ce qu'il est connecté? Alors, normalement, il est connecté. Ah voilà. oui. Bon, je vais peut-être lui laisser la parole, du coup. Comme vous voulez, si vous êtes lancé, je ne veux pas non plus vous... Non, mais vas-y, Bertrand, parce il y a son rapport, etc. Donc, je te laisse démarrer. Je suis désolé, je viens d'avoir un bug informatique. Il n'y a pas de souci. J'imagine qu'on doit parler de l'engagement dans les territoires. Oui, oui. Je État de l'art, donc notamment sur la cible jeune, les apprentissages aussi du rapport du CESE sur les grands constats dressés notamment sur l'engagement des jeunes dans les territoires ruraux. Eh bien, le premier constat qu'on a fait en faisant ce travail-là, il remonte à 2017, mais il n'a pas du tout changé. Peut-être Jean-Baptiste pourra actualiser les travaux que peut faire une famille rurale. Mais en tout cas, il y avait à ce moment-là 18% des jeunes ruraux qui étaient impliqués, engagés régulièrement dans les bénévoles. Et puis, alors qu'on était plutôt sur 13% sur les territoires plus urbains. Et globalement, les ruraux sont plus investis pour une raison simple, c'est-à-dire qu'il y a moins d'acteurs. Et quand on veut qu'il se passe quelque chose, il faut s'y impliquer. Et ça, c'est très important. On le voit dans toutes les, je pense, de fait, vu qu'on a que ce soit sur les clubs de sport, on est toujours avec des structures qui sont plus réduites du fait de la population, les parents d'élèves, etc. Et du coup, il y a une part de la population qui est plus impliquée et qui touche aussi les jeunes, une habitude aussi souvent familiale, etc., d'implication, qui fait que les jeunes, globalement, sont plus impliqués. Et puis, ce que moi, j'avais noté aussi, c'est que historiquement, notamment à sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la révolution agricole, etc. Et c'est beaucoup appuyé. En tout cas, il y a eu un enjeu très fort à s'appuyer sur les jeunes pour permettre les changements.
les changements et plein d'acteurs, à la fois les acteurs publics, mais aussi l'école, l'église, etc., qui étaient très présents. Les grandes institutions rurales, elles se sont appuyées sur les jeunes pour imaginer ces évolutions-là, pour permettre des changements de mentalité, etc., pour appuyer les révolutions, et notamment la révolution agricole. Et ça, on le voit sous différents aspects. Il reste encore aujourd'hui un syndicat des jeunes agriculteurs, par exemple, et ça, c'est pas exclu de cette réflexion-là. En tout cas, un engagement qui était aussi en direction des jeunes et qui perdure un peu, même si le deuxième constat qu'on pouvait faire sur le travail du CESE, c'est qu'il y avait une grande perte de ces outils-là par le désengagement de ces différentes institutions et de l'État, avec toutes les outils d'éducation populaire. On peut penser au MJC, aux différentes structures qui maillent le territoire. Du fait d'une baisse des financements, plusieurs dizaines d'années. Du coup, c'est ces structures-là qui sont de moins en moins présentes sur les territoires ruraux. Et en plus, peut-être qu'on pourrait y revenir, une forme de dépolitisation, ou en tout cas la professionnalisation et une forme de dépolitisation des différentes institutions qui maillent les territoires ruraux, qui font que, à la fois sur la volonté émancipatrice des personnes qui étaient rejointes, mais aussi sur la dimension développement local, de penser l'avenir de ces territoires-là, qui s'est un peu appauvri au cours des années, et qui fait que aujourd'hui, on a une implication et un engagement bien moindre des jeunes, notamment sur ces territoires-là. C'est le deuxième, même si entre les territoires, on a des réalités qui sont là encore assez inégales, et que souvent ça se joue à pas grand-chose pour qu'il y ait une dynamique ou pas qui ait lieu sur un des territoires, on pourrait y revenir. Et le constat qu'on fait, c'est qu'alors même qu'on s'est appuyé sur les jeunes, je disais, dans l'histoire, etc., pour un exemple très simple, hein, par exemple, les foyers, l'ensemble des acteurs qui s'étaient donné des règles pour l'implication des jeunes, par exemple, les foyers ruraux avec lesquels on avait échangé au moment de faire l'avis du CESE, il disait avoir mis dans leur statut la présence nécessaire de moins de 30 ans pour chacun des statuts des associations. Et ça s'est perdu au fil du temps. Et le constat aujourd'hui qu'on fait, qu'on a des responsables à la fois élus politiques, mais responsables associatifs engagés sur les territoires, qui sont plus âgés que la moyenne nationale, plus masculins, etc. En gros, on a des postes de responsables qui on a un problème de renouvellement des responsables. Et ça, c'est un peu ankylosé, je ne sais pas comment le dire autrement. Et une des conséquences de ça, c'était le deuxième constat que faisait le CESE, c'est malgré l'engagement d'une part importante des jeunes sur les territoires-là, il y a un éloignement vis-à-vis de la chose politique, et du politique, et de la méfiance vis-à-vis des institutions, qui est très forte, et on le voit notamment sur les votes d'extrême droite, mais sur d'autres aspects, un éloignement. À la fois un éloignement de l'ensemble des institutions nationales, européennes, etc. On risque de voir à nouveau sur les élections européennes, mais aussi à l'intérieur même des territoires, où des liens ils se font quand même pas toujours avec les autres. Ça, c'est les deux constats. Et le troisième qui rejoint les chiffres qui étaient donnés par l'agence du service civique tout à l'heure sur le peu de missions, etc., des problématiques notamment de mobilité qui complexifient la mise en place des dispositifs et la présence des acteurs, du fait qu'il y ait un peu de population sur ces territoires-là. Et ça qui renforce en plus la difficulté pour les acteurs d'être présents sur ces territoires-là. Voilà un peu de manière très rapide. Il y aurait d'autres choses à dire sur l'égalité femmes-hommes, etc. aussi, qui est une problématique sur les territoires encore qui est renforcée. Mais peut-être je peux laisser la parole à Mathieu ou Jean-Baptiste. Je sais pas. Merci Bertrand. Jean-Baptiste, quels enjeux identifiez-vous? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le constat donc dressé par Bertrand et notamment par le CESE? Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres choses à ajouter avec votre vision famille rurale et soutien aux associations sur les territoires ruraux?
Oui, alors moi c'est vrai que je partage ce qu'a expliqué Bertrand. Voilà, il y a un travail qui a été fait en plus avec un rapport, donc il y a des données qui sont et en tout cas des enseignements, je pense, qui sont assez précis sur la question. Donc moi j'aurais peut-être plus une approche empirique vis-à-vis nous notre expérience en tant que mouvement associatif. Donc, ce que je disais, c'est vrai que c'est important de comprendre. En fait, je pense qu'il y a il y a plusieurs enjeux qui sont entremêlés dans ces questions d'engagement dans les zones rurales, y compris au niveau des jeunes. Ce que Bertrand disait par rapport à l'historique, ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça, c'est assez majeur parce que dans les territoires ruraux, on avait quand même une tradition qui pouvait s'exprimer par différentes structures, soit des mouvements, on va dire le syndicalisme agricole, etc., qui étaient des grands mouvements qui regroupaient des jeunes, soit des mouvements plus d'œuvres laïques, etc. Donc il y avait quand même une tradition d'engagement. Et c'est vrai que les changements en milieu rural, en tout cas ce qui a pu porter un certain nombre de choses, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi ces mouvements-là. D'ailleurs, Famille Rurale s'est développée après la Seconde Guerre mondiale parce que les habitants en fait ont décidé de s'organiser entre eux pour faire face en fait à la vie quotidienne dans une période de reconstruction d'après-guerre. Donc c'est comme ça qu'est né ce mouvement-là, où en fait les familles se regroupaient en collectif et se rendaient des services. Donc en fait, ça c'est pour ça qu'il y a quand même un esprit et une tradition dans la ruralité, un peu quand même d'entraide, de débrouille aussi, etc. Et c'est pour ça que ça nécessite, et ça c'est ce que Bertrand a dit, il a raison aussi, le fait qu'on soit dans des territoires parfois, ce que disait Mathieu également, où on a des difficultés d'accès aux services, où il y a moins d'activités, ou dans les clubs, etc. En fait, la vie sociale et le développement de ces territoires est quand même basé également sur justement soit des structures associatives, soit du bénévolat. Et nous, c'est le cas à Fémural, puisque c'est un mouvement. Certes, on a des salariés, alors plutôt dans les fédérations, mais nos associations, elles sont pilotées et gouvernées par des bénévoles. Et en gros, elles naissent de l'initiative en fait des citoyens qui se regroupent à un moment donné pour construire quelque chose. Donc ça, je pense que ça, c'est effectivement un paramètre qui est assez important. Il y a aussi le fait que, et ça se retrouve aussi sur cette notion d'engagement, ce qui était dit tout à l'heure par rapport justement aux élus locaux. C'est vrai que dans ces territoires, effectivement, il y a énormément de communes, donc il y a énormément en fait d'élus locaux, et là on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir justement d'engagement de citoyens sur les listes électorales, parfois même pour être maire, etc. Parce que il y a des problématiques qui sont effectivement liées au fait qu'effectivement il y a peut-être moins de volonté parfois politique de s'engager. Donc ça se retrouve aussi là-dedans parce qu'en fait il faut bien voir que je veux dire, toutes ces sphères-là elles sont assez liées en réalité, parce que comme il faut gérer et que les pouvoirs publics sont moins présents, donc c'est pour ça que c'est basé aussi sur ces formes d'engagement là. Donc aujourd'hui, on a encore des grosses structures existantes, comme nous, Famille Rurale, les foyers ruraux, les MFR, etc., etc. Mais on a aussi, et c'est ça qui est un petit peu peut-être nouveau, on a aussi pas mal de nouvelles initiatives qui se développent. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Nous, par exemple, avec les tiers-lieux, etc. Donc des nouvelles formes d'engagement. Aujourd'hui, je crois aussi au niveau de la jeunesse, ce qui est important aussi de voir, et ça, je pense que c'est une problématique qu'il faut prendre en compte, c'est sur la mobilité et en fait la partie de la population qui part et celle qui reste. C'est assez majeur parce que dans les zones rurales, on a effectivement beaucoup de jeunes en fait qui partent faire leurs études, certains qui reviennent, d'autres qui reviennent pas. Et c'est vrai qu'on a une tendance ces dernières années, et ça a été montré dans les enquêtes qu'on a pu faire avec l'IFOP justement, où on s'est posé toutes ces questions en gros de vision et d'attractivité en fait des ruralités, de savoir en fait voilà comment était perçu justement ce sentiment d'abandon parfois dont
qu'on évoquait tout à l'heure. Et en fait, il y a une dimension un peu paradoxale. Il y a à la fois une forte attractivité, et notamment qui a été exacerbée après le Covid, où en fait, une partie de la population, mais aussi des jeunes, soit qui veulent rentrer dans leur territoire, soit des néo-ruraux qui s'installent, etc. À la fois des freins qui sont liés justement à ce manque de services publics et à ce sentiment d'abandon. Et donc, comme c'est un peu un côté voilà, où on a ces deux côtés-là, au niveau de l'engagement, on va avoir à la fois des nouvelles formes d'engagement qui peuvent être suscitées parce que des jeunes qui vont vouloir rester ou revenir sur leur territoire vont vouloir apporter leur pierre à l'édifice, faire des choses, etc., mais sous des formes qui sont peut-être différentes d'avant. Nous, on a une branche jeune à Famille Rurale qui regroupe à peu près 6000 jeunes et où justement on donne la possibilité de pouvoir créer ces initiatives et de pouvoir s'engager, mais aussi dans la gouvernance des associations. Mais aujourd'hui, ce qu'on note, et ce que Bertrand disait, c'est que j'allais dire que l'engagement classique dans des gouvernances associatives qui prennent quand même pas mal de temps, qui nécessitent une régularité, etc., aujourd'hui, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qui fait que on a une problématique effectivement de renouvellement parfois des cadres associatifs, où c'est un peu comme pour les élus locaux, on va avoir effectivement plus parfois de personnes qui vont être disponibles, soit parce qu'elles sont retraitées ou parce que donc c'est pour ça que nous l'enjeu auquel on fait face et il faut prendre en compte, c'est comment est-ce que justement on arrive à donner plus de flexibilité ou en tout cas des moyens de s'engager qui sont différents. Ça, je pense que c'est pas propre seulement aux territoires ruraux, mais que c'est assez global quand même. Le fait qu'aujourd'hui, je veux dire que les jeunes veulent s'engager entre guillemets un peu à la carte. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais quand même un peu pour des causes et pas forcément pour une structure. Donc c'est pour ça que le nouveau projet et les nouvelles formes d'engagement, elles sont à prendre en compte parce que c'est vrai que quand on s'engage dans une structure comme Famille Rurale ou une autre, c'est aussi par ce biais-là qu'on va rencontrer un certain nombre de personnes, pouvoir susciter d'autres projets. Donc ça crée une dynamique. Moi, je suis assez aussi, je partage le constat et sur ce que disait Bertrand sur la forme de dépolitisation. Ça, c'est vrai qu'il y a une distance qui se fait en fait et qui a été créée, donc qui favorise pas en fait une forme d'action entre guillemets militante, parce qu'on peut être militant politique ou militant associatif, et comme on l'a dit, souvent ça se croise, hein, notamment dans les zones rurales. Après, il y a quand même, sur les mouvements des dernières années, c'est vrai qu'on peut peut-être constater un peu un décrochage, en tout cas, un écart des jeunes. Quand on prend, par exemple, si on réfléchit au mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que c'était un mouvement qui a démarré dans le milieu rural, pas seulement, un mouvement de mécontentement, etc. Et c'est vrai que on n'avait pas forcément en tout cas sur les ronds-points, c'est pas forcément majoritairement des jeunes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une distance qui peut se créer également. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu les constats que nous, en tout cas, on établit. Mais à l'inverse, ce qui est plutôt positif, c'est que et ça, je reviens aux enquêtes IFOP, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui en tout cas, la ruralité et les ruralités sont un petit peu depuis quelques années revenus un peu plus au cœur des enjeux et dans le débat public. Il y a un certain nombre de politiques et à la NCT, on pourrait présenter tout ça avec le comité interministériel, etc., où il y a une prise en compte à la fois par les pouvoirs publics, mais il y a aussi une aspiration à un petit peu des changements de vie, et nos enquêtes, elles montrent qu'effectivement la recherche de la qualité de vie, le fait d'être peut-être moins anonyme que dans une grande ville, etc. Ça, c'est des choses qui font qu'il y a un certain nombre de territoires qui gagnent en population. Alors, c'est pas vrai pour tous, parce qu'il y a quand même une question démographique qui se pose dans des territoires qui peuvent être plus reculés. Mais donc, en fait, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment, avec ces nouveaux arrivants et ces néo-ruraux, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'engagement, en fait, parce qu'il y a aussi des jeunes. Est-ce que cet engagement, voilà, il va pouvoir se concilier avec ce qui était des engagements plus traditionnels? Merci Jean-Baptiste. En tout cas, en effet, concernant certains freins que tu as pu évoquer, certaines typologies d'engagement actuels, c'est des constats qu'on observe nous aussi. Donc,
C'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus aussi. Et donc Mathieu, côté quel constat et quelle remontée, notamment donc de la part des mairies qui souhaitent engager leurs habitants. Donc toi, tu as plutôt ce point de vue, en effet, institutionnel dans le cadre donc du programme, c'est Territoire en commun, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est territoire en commun et territoire d'engagement, mais peu importe J'y l'idée, étais effectivement. presque, à la Non, moitié. non, non, mais c'est vrai, c'est juste, tu as tout à fait raison. Dont l'idée commune est donc, comme je disais tout à l'heure, d'essayer de nourrir les coopérations entre les collectivités, donc les mairies essentiellement, hein, et puis les communautés de communes, parce que c'est notamment dans les ruralités, l'échelon des communautés de communes prend une place croissante avec des lois successives là, depuis 15 ans qui donnent de plus en plus de compétences à ces regroupements de communes. Parfois, des communautés de communes en ruralité, ça peut regrouper 10, 20, 50, 100 communes parfois, du type celle que décrivait Bertrand tout à l'heure, avec des communes parfois de 30, 50, 100 habitants. Et donc, ces communautés de communes prennent des compétences sur l'eau, les déchets, l'énergie, les mobilités, qui prennent de plus en plus de place en fait, dans le quotidien des habitants. J'en parle parce que la distance en fait entre nous, citoyennes et citoyens, et les institutions, elle se fait ressentir, elle se ressent beaucoup, notamment vis-à-vis de ces communautés de communes que personne ne connaît et qui elles-mêmes ont moins l'habitude que les mairies d'être en proximité directe avec les habitants. Et donc ça nourrit, je pense, cette distance, voire cette méfiance qui ne s'adresse plus qu'aux institutions nationales, mais aussi aux institutions qui, localement, s'occupent pourtant comment dirais-je, de sujets qui sont dans notre quotidien, en fait, qui sont dans notre, voilà, là où je pose mes poubelles, comment je me déplace pour aller au boulot, enfin, c'est des choses qui sont dans le quotidien et qui pourtant sont à distance dans ces institutions qu'on connaît mal. En fait, pour rebondir sur ce que disaient Bertrand et Jean-Baptiste, il y a un concept dans la sociologie qui est intéressant, qui est l'indifférence rationnelle. Oui, c'est assez rationnel d'être indifférent, en fait, aujourd'hui, quand on est habitant des habitants, notamment dans les ruralités, parce que, objectivement, on n'a pas de prise. Et donc, c'est pas de l'indifférence qui tombe du ciel, en fait. C'est assez rationnel de se dire, en fait, what's the point, quoi? Enfin, je pourrais m'engager, mais en fait, ça sert à rien. Donc, ce qui est, et du coup, se traduit effectivement cette défiance, cette méfiance à l'égard des institutions, et ce qui est très différent de l'envie ou non d'agir. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, dans la même, dans la même tête, être dans une forme d'indifférence rationnelle à l'égard des institutions, et en même temps avoir très envie d'agir parce qu'on est attaché, et ça, c'est quelque chose qui est toujours très fort, y compris dans les nouvelles générations. On est toujours attaché à son chez-soi au sens large, pas juste sa maison, mais son bassin de vie, je sais pas moi, la Brenne par exemple, où moi j'habite en Isère, et les gens ils sont attachés en fait au Dauphiné, quoi, et puis là où ils habitent. Donc les deux coexistent en fait. Bon voilà, tout ça pour dire que nous, un des angles qu'on essaie de creuser, mais qui s'inspire directement de l'éducation populaire, c'est de repartir entre habitants et institutions à partir d'ouvrages en commun, c'est-à-dire de faire des choses très concrètes ensemble. Parce qu'il y a une vertu de l'ouvrage en commun, quand on fabrique des trucs ensemble, c'est que ça se prête beaucoup moins au procès en mensonges et manipulation. Quand vous discutez, quand vous écoutez souvent d'ailleurs tout un tas de discours prononcés par les institutions, vous êtes assez facilement dans le procès en on raconte n'importe quoi. Quand on fait quelque chose, quand on fabrique quelque chose de ses mains, ça ment pas, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup moins ça. Et donc, c'est vrai qu'on repart, nous, beaucoup d'événements construits ensemble entre habitants et institutions, ou de chantiers menés ensemble entre habitants et institutions, où on part aujourd'hui, se sont développés depuis 15-20 ans des méthodes inspirées du design qu'on a voilà, maintenant appliquées aux politiques publiques, comment on design au sens concret du terme l'aménagement d'un square ou d'un bâtiment public
ou d'un accueil. Et donc, on fabrique des maquettes, on fabrique des plans, on teste des usages, on se met même en théâtre forum, on joue des situations où se rencontrent les habitants, les institutions. On travaille, bref, tout ce qui amène les uns et les autres à être en action et en ouvrage ensemble, à pas être grosso modo à 25 autour d'une table avec quelqu'un qui déroule un PowerPoint et qui explique ce que va être l'aménagement du village dans les 30 ans qui viennent. Voilà, tordre le cou à ça et faire ensemble. Alors, ça peut paraître dispersé, éparpillé, comme des petits cailloux sur un chemin, mais voilà, nous, on pousse beaucoup à commencer par là. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'y arrête, mais à partir de tous ces petits cailloux d'ouvrage en commun, on peut retisser quelque chose de l'ordre de la confiance, de l'habitude à travailler ensemble, et du coup se projeter ensuite sur de la prospective, sur des enjeux qui nécessitent plus d'assiduité, de se voir plusieurs fois, de réfléchir techniquement, effectivement, comment on va complètement repenser les mobilités à l'échelle d'un territoire, etc. Ça prend du temps, ça nécessite d'avoir un peu des compétences techniques, etc. Mais cette dialectique entre repartir d'ouvrages en commun très concrets, presque au coin de la rue, j'allais dire, et la capacité à refaire ensemble du long terme, nous semble assez productrice, en fait, à la fois de sens et de lien. Encore une fois, ça part de l'éducation populaire, ça se nourrit de ce qui s'est développé ces dernières années en design, en intelligence collective, et ça permet de retisser du lien. Je fais juste une dernière insiste, parce que Bertrand l'a soulevé tout à l'heure, sur la question. Un des points délicats de tout ça, c'est le principe d'égalité, c'est-à-dire comment on fait tout ça sans que ce soit toujours les mêmes qui participent et dans une dimension presque inclusive. Bertrand, il mentionnait la question de l'égalité femmes-hommes, ça en fait partie. Il y a plein d'autres, dans la loi, il y a plus d'une vingtaine de critères de discrimination dans l'accès au droit. Ça vaut aussi à l'accès à la participation, en fait. Donc c'est intéressant de se poser la question. Et juste, je signale que l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, l'ICPC, vient de publier, là, il y a 15 jours, un guide qui croise les enjeux de participation citoyenne et d'égalité femmes-hommes. Et ce guide, il est absolument magistral. Il a été fait en collectif depuis 3 ans. Et donc, j'invite celles et ceux que ça intéresse. Donc voilà, allez sur le site de l'ICPC, qui est une association super, pour aller trouver ce guide sur l'égalité femmes-hommes dans les enjeux de participation, et qui peut en fait servir à bien d'autres formes de discrimination et d'enjeux d'inclusion dans ces domaines. Merci Mathieu pour le partage de la ressource. On essaiera de trouver ça et de l'inclure dans l'article récap de ce webinaire, comme ça vous aurez tout dans la boîte. Et en tout cas, ça fait une super transition donc vers notre prochaine question. Maintenant qu'on a bien étudié un peu et qu'on a fait le point sur ces territoires ruraux, sur le comment on favorise concrètement l'engagement dans les territoires ruraux, et notamment comment chacun dans vos structures respectives vous le favorisez, comment cela se passe concrètement. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez commencer? Alors, petite attention à tenir sur le timing pour qu'on ait le temps de traiter notre dernière question. Oui, alors j'ai pris pas mal de temps j'ai déjà abordé le sujet dans ma dernière intervention, donc je serai plus rapide. Voilà, ce que je disais, nous, on a effectivement dans notre mouvement, on a une branche jeune, donc qui se regroupe aussi dans les fédérations, les associations. Ils ont des places dans la gouvernance, etc. Ils se regroupent, ils font des choses. On a un système de bourse jeune action où en fait on fait des appels à projets, ce qui leur permet du coup d'avoir un soutien financier pour construire leur projet. Donc voilà, il y a une animation qui se fait aussi au niveau national. Donc ça, j'allais dire, c'est un peu ce qu'on peut faire nous au sein de notre organisation. Moi, ce que j'aimerais dire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les structures associatives, j'allais dire un peu traditionnelles, ou en tout cas anciennes comme les nôtres, et voilà, structurées en mouvement, etc., c'est justement d'essayer d'avoir une vision en fait où justement on permet ces nouvelles formes d'engagement qu'on évoquait tout à l'heure, un peu sur la cause, sur le projet, etc. Et ça, nous, on essaie de le faire de manière différente avec des projets. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des tiers-lieux. Tiers-lieux, c'est ces lieux un peu hybrides où on peut avoir
un Repair Café, un point de collecte, d'un point numérique, etc., etc. Donc ces lieux-là, ils se sont beaucoup développés. Il y en a quand même 50% dans les zones rurales. Et souvent, en fait, et ce qui a été montré dans les rapports, etc., c'est que c'est des lieux qui ont été, en fait, qui sont d'inspiration citoyenne. Donc c'est à un moment donné des gens qui se sont regroupés. Donc nous, en fait, on accompagne en fait la création de ces tiers-lieux. On avait tout un programme où d'ailleurs on était soutenu par la LCT pour en fait développer ces lieux-là. Et en fait, l'avantage de ces lieux, étant donné qu'ils regroupent un certain nombre d'activités en fait différentes, ça fait des lieux de socialisation. Et ça permet aussi à des jeunes de s'impliquer. C'est comme le mouvement un petit peu aussi des épiceries solidaires où des personnes voilà viennent donner de leur temps, etc. Donc c'est en fait on essaie de. Je pense qu'il y a un rôle qui est très important en fait pour les associations sur ces territoires, du fait que sans l'action des associations et de la société civile entre guillemets, il y a certaines choses, certains services qui n'existeraient pas. Et à partir de ce moment-là, comme il y a une volonté quand même d'avoir accès à ces services, mais aussi de s'engager pour son territoire parce qu'on y est attaché, c'est ce qu'on disait. Donc toutes ces actions-là, hein, qui sont un peu nouvelles et un peu innovantes, elles donnent l'occasion aussi de s'engager. Donc c'est pour ça que nous on essaye de les pousser, soit en mettant en place ces programmes au niveau national, ou alors en mettant à disposition, bah voilà, je parlais des bourses de l'action. Moi, je suis secrétaire général aussi de Rural Move, qui est le fonds de dotation de familles rurales. Chaque année, on fait un appel, voilà, on a des appels à initiative, et c'est vrai que souvent, on a aussi là-dedans, on se rend compte, et c'est ça qui est rassurant, c'est que un réseau étendu comme le nôtre, euh, parfois, on a 2000 associations, mais on maîtrise au niveau national, on n'a pas la vision sur tout ce qui se fait. Et c'est en faisant ces appels à projets ou en faisant ces regroupements, etc., qu'on se rend compte en fait qu'il y a énormément d'initiatives dont parfois on n'avait pas la connaissance et qu'il faut soutenir. Donc voilà, nous en tout cas, c'est ce qu'on fait pour essayer d'accompagner le plus possible. Et voilà, c'est ce côté en fait, nouveaux projets, nouveaux lieux où on mutualise, etc. Enfin, nous, ça nous paraît important en tout cas pour dynamiser. Merci, merci Jean-Baptiste. Je vais laisser la parole donc à Mathieu. Vous aviez commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure au niveau des formes d'engagement à privilégier sur les territoires ruraux et par les mairies. Est-ce que il y a des choses à ajouter sur notamment les actions donc du programme territoire d'engagement, territoire commun? Comment vous soutenez donc concrètement l'engagement dans les territoires ruraux? Voilà. Ouais, ce que je peux ajouter, bon, voilà, j'ai pas mal développé sur la question de l'ouvrage en commun, je pense que c'est assez clair. Peut-être rajouter 3 éléments sur ce qu'on soutient nous. Il y a évidemment une question qui se pose dans les territoires ruraux, mais en vérité, dans les territoires urbains, c'est de, entre guillemets, trouver les jeunes. C'est marrant parce que, par ailleurs, voilà, voilà, je suis bénévole dans une assoce. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure. Quand je suis rentré dans le conseil d'administration de cette association, je suis passé un peu pour un jeune, mais en fait, j'ai déjà des cheveux blancs et c'est juste que c'est compliqué de renouveler les trucs. Mais bref, cette association s'occupe en Isère notamment d'un petit bout d'un programme qui s'appelle le contrat engagement jeune, le CEJ, pour les jeunes les plus en difficulté, les jeunes en rupture. Et donc, on discutait avec d'autres qui s'en occupent. Et je me souviens de cette association qui s'occupait de ce contrat engagement jeune dans l'Oise et qui racontait comment les 6 premiers mois, avec leur camionnette, ils sillonnaient le département à la recherche improbable des jeunes et ils ne les trouvaient pas, Ils passaient leur soirée et ils racontaient ces soirées. Voilà, le jour qui tombe sur les champs de betteraves de l'Oise et où sont les jeunes. Et comment on finit. Bon, mais c'est même pas en fait une blague, parce que c'est vraiment un enjeu. Et donc, un des trucs que nous, on essaie de développer, c'est cette capacité à aller au contact. Et en fait, ce qui est troublant, c'est de constater que les élus locaux, souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent, ont une faible connaissance de où se retrouvent les jeunes de leur territoire, alors que ces lieux existent quasiment toujours, en fait. C'est juste qu'il faut savoir où c'est et y aller, hein. Et donc,
Je me souviens par exemple à Tarascon-sur-Ariège, on avait fini par aller dans une chaîne de restaurants américains dont je tairai le nom, mais que tout le monde connaît parce qu'il y en a un peu partout, c'est avec une lettre comme ça. Et on avait fini par installer un atelier là-bas. Et là où on galérait pour trouver, tout à coup, ce jour-là, il y avait eu prise de contact avec plus de 40 ados et jeunes de Tarascon-sur-Ariège, où je me souviens à l'île Saint-Denis, qui est une ville en Seine-Saint-Denis un peu particulière parce que très géographiquement, ça forme une sorte de haricot. Et en fait, il y a un bus qui fait du haut en bas et de bas en haut. Et c'est dans ce bus-là qu'en installant un atelier, on avait réussi aussi à avoir les collégiens en fait, qui faisaient le yo-yo le matin et le soir. Tout ça pour dire que c'est des efforts, en fait. Ça se fait pas comme ça. Et évidemment, les associations sont des relais importants, mais parfois même elles sont en difficulté pour trouver les jeunes en question. Donc voilà, cette notion de la prise de contact pour les mairies, c'est sortir du guichet de la mairie, aller sur le territoire, euh, prendre le temps qu'il faut pour trouver, voilà, etc. Bon, et puis l'autre point qui est plutôt à l'autre bout de la chaîne, c'est la notion, je voulais juste mettre en relief, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais la notion d'impact. Il y a quelque chose qui est très important dans les processus participatifs ou d'engagement, mais ça vaut pour les jeunes comme les moins jeunes, c'est le sentiment qu'on peut avoir en tant que citoyenne ou citoyen qui participe, d'avoir eu un impact, d'avoir eu une influence, que quelque chose se soit passé. Et c'est vrai que ça, c'est très frustrant et très démotivant, et très fréquent malheureusement, d'avoir le sentiment qu'on a consacré du temps à l'intérêt général à travers une action proposée par la mairie ou autre, et qu'on n'a absolument aucun retour. Aucune, entre guillemets, rétribution, le terme étant évidemment bien au-delà des questions financières, mais parce que là, pareil, on suit une recherche en ce moment d'universitaires qui travaillent sur la notion contribution-rétribution, c'est-à-dire je contribue, on vient chercher ma contribution, et puis derrière, rétribution, zéro. C'est-à-dire que j'ai aucun sentiment que quelque chose soit arrivé en retour, mais même pas forcément à titre égoïste, simplement juste le sentiment d'avoir eu un impact, une influence sur mon cadre de vie, sur mon chez-soi, sur l'intérêt, sur le bien commun, etc. Et donc, ça, c'est, je pense, une obsession qu'il faut avoir, notamment du côté des pouvoirs publics, cette question de l'impact, de l'influence, de la marge de manœuvre et de sa caractérisation. Caractériser les impacts qu'ont pu avoir les jeunes ou les moins jeunes, ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Merci Mathieu. Bertrand, donc, même question, comment on développe l'accessibilité donc de l'engagement dans les territoires ruraux? Et je veux bien profiter de votre double casquette, donc à la fois plutôt terrain et des actions que vous pouvez porter à la maison familiale de la Brenne, et également au niveau des préconisations du CESE. Je ne sais pas s'il y a eu quand même voilà, au-delà des constats, des pistes, entre guillemets, d'amélioration qui ont été suggérées. Et on avait abordé beaucoup ensemble le levier de la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, sur les leviers d'engagement, moi je voulais commencer par le premier. Je pense qu'il faut qu'on redote. Enfin, il y a quand même une espèce d'urgence sur la montée du Rassemblement national, quand même, elle a de quoi nous inquiéter très fortement. Et du coup, il y a la question de l'implication et de l'engagement qui est au cœur de ça. Moi, je pense quand on sent ce que disait Mathieu, quand on se sent utile, etc., sur ce territoire-là, on regarde quand même différemment l'étranger qui est pourtant bien loin de ces territoires ruraux, où et on est dans d'autres perspectives que celle-ci d'un espèce de rabougérissement, pardon. Et du coup, et dès le plus jeune âge, moi je pense les leviers d'engagement, c'est-à-dire les classes vertes, pouvoir partir, les voyages scolaires, etc., qui sont aujourd'hui asséchés, c'est-à-dire que les enfants ne partent plus en vacances pour une grande majorité d'entre eux. Enfin, moi, il se trouve qu'on a un espèce de club d'enfants dans le village de 300 habitants où j'habite. Il y en a les 2 tiers qui ne partent pas en vacances. C'est ça aujourd'hui la réalité. Et du coup, c'est des enfants qui n'ont pas d'ouverture, qui ont peu d'espace pour coopérer avec d'autres, etc. Et du coup, moi, je pense dès ce moment-là, enfin, il faut qu'on redote ces territoires-là. Il y a d'autres outils. Je pense les conseils municipaux de jeunes, les juniors associations, dont Famille Rurale en a quelques-unes, etc. L'ensemble des outils d'implication, ils sont la base. Et c'est ça qui fait que quand on les récupère après à 15, 16, 20 ans, 30 ans, c'est des gens qui s'impliquent parce qu'ils sont formés à ça.
Et ça fait suite sur la question de la formation. Le premier, et ça rejoint ce que disait Mathieu, c'est la question de la formation aujourd'hui des élus et des agents des collectivités. Aujourd'hui, ils n'ont pas leur BAFA, quoi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils savent pas animer une réunion. Je tranche, hein. C'est évidemment assez différent d'un territoire à l'autre et d'une personne à l'autre. Mais en termes de méthodologie de projet, moi, j'ai construit l'été dernier avec le maire de ma commune, qui est pourtant directeur d'école depuis plusieurs dizaines d'années, etc., un projet où la réflexion qu'il m'a fait, c'est on n'a pas besoin de mettre d'objectifs. On va pas mettre d'objectifs à ce projet. Et ça montre quand même le niveau pour un certain nombre d'élus aujourd'hui en termes de simplement construction de projet. Et du coup, et par là aussi, et la formation, elle a besoin d'aller un peu plus loin que la question du BAFA, et notamment sur la question de la politisation, etc., d'avoir une vision de leur territoire, de là où ils veulent l'emmener, etc. Et de comment, est-ce que ça rejoint ce que disait Mathieu, comment ils travaillent avec les autres acteurs et qu'ils ne voient pas toujours les acteurs associatifs comme des contre-pouvoirs ou des gens avec qui il ne faudrait pas bosser. Enfin, ça, c'est malheureusement, le constat, heureusement, il y a plein d'élus qui sont super et qui permettent qu'il y a des choses qui se passent, mais sur un certain nombre de territoires ruraux, on est quand même dans des problématiques comme ça de formation. À la fois de formation des agents, mais aussi des responsables associatifs, où on est un peu sur le... Et du coup, ça part, ce que je disais tout à l'heure sur les clubs d'enfants, etc., ça part de là, à mon avis, ce besoin de formation. Le troisième, du coup, levier que je me notais, ça vient également de l'avis du CESE, c'est on avait pensé, et ça rejoint la question des tiers-lieux, qui est vrai pour l'ensemble de la population, d'imaginer en parallèle des missions locales qui s'adressent plutôt aux jeunes les plus en difficulté, des campus ruraux de projet, qui étaient plutôt pour accompagner les initiatives, l'engagement des jeunes, etc. Vous pouvez retrouver l'avis du CESE sur le site du CESE. Les places des jeunes dans les territoires ruraux, c'est davantage détaillé. Le quatrième, c'est un peu tous les freins périphériques à l'engagement, la question de la mobilité, etc. Il faut aussi qu'on pense des outils dans leur direction. Une des propositions qui a été faite, c'est qu'à partir de 14 ans, on puisse doter les jeunes les plus éloignés, les plus ruraux, d'un vélo électrique, par exemple, parce que directement, on est à 15 bornes et ça permet de... Et puis, il y a des questions aussi plus larges, c'est-à-dire d'infrastructure, le train, nous, il n'y a pas de train qui passe là sur les territoires où il n'y a pas de train, c'est quand même les territoires qui sont les plus en difficulté. Donc, et ça, c'est plus large pour la population, mais évidemment que la question de l'engagement, elle est très liée aussi à toutes ces choses-là. La question aussi des personnes qui sont sur le territoire, on parle des jeunes qui partent du territoire, et de la question de la formation. Il faut évidemment que sur les territoires, on ait de la formation, mais les choses ne vont pas dans le bon sens. Un exemple, la réforme du lycée, par exemple, où les jeunes choisissent des options, elle a fait en sorte que les lycées les plus ruraux, et du coup, ils aient une offre d'options la moins large, ce qui fait que les jeunes des CSP+, en gros, de ces territoires-là, ils choisissent des options autres et ils quittent le territoire. Et ça, moi, je le vois sur le territoire qui est l'autre, c'est hyper frappant. Du coup, l'ensemble de ces... ça a des impacts bien plus forts que ce qu'on peut faire des fois en saupoudrant des politiques les unes et les autres. Et la dernière chose, moi je rejoins sur la question des communautés de communes. La première proposition de l'avis du CESE, c'est de doter les communautés de communes d'une compétence jeunesse pour travailler sur ces questions-là. Et ça me semble important aussi parce qu'on est face à des collectivités locales. Donc, j'ai dit, il y a une problématique de formation, il y a aussi une problématique financière, c'est-à-dire qu'on est avec des collectivités locales qui n'ont pas un rond, quoi. Et du coup, avec la MFR, on a lancé justement, on accompagne des jeunes en CEJ autour d'une année verte pour découvrir les métiers de la transition écologique, là, depuis 1 an. Les collectivités locales, elles sont incapables de nous donner 10 000 € par an, quoi. Du coup, si à un moment donné, ces territoires-là, on veut qu'ils aient des capacités d'initiative, etc., ça passe quand même un peu à un moment donné par avoir des financements, avoir une meilleure répartition de la richesse sur le territoire pour que ça soit possible, même si, en effet, du fait de l'échelle et de la faiblesse de la population, c'est des services, etc., qui coûtent un peu plus cher, quoi. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas ici avoir une école de la seconde chance avec, je sais pas, des cohortes de 35 élèves, parce que le territoire, il ne le permet pas. Mais par contre, on en a 10, il faut bien s'en occuper. Merci Bertrand. Je vous propose peut-être de garder la parole et d'enchaîner. Vous avez cité un certain nombre de freins, de points de vigilance, donc notamment la mobilité, entre autres.
On avait discuté aussi ensemble du frein de l'éloignement, notamment des espaces d'engagement. Et également des dynamiques d'engagement dans les territoires ruraux et voilà de comment aussi elles pouvaient peut-être assez rapidement s'éteindre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces freins et éventuellement peut-être en développer d'autres si ça n'a pas encore été fait précédemment, mais on a déjà quand même abordé un certain nombre de freins, donc j'espère qu'il n'y en a pas non plus encore beaucoup plus que ça. Non, bah, du coup, pour aller dans l'autre sens, parce que j'ai fait pas mal de freins, du coup, l'implication et des jeunes, etc., et ça, faut le redire, c'est-à-dire qu'il est hyper important. C'est-à-dire que même si on regarde, Jean-Baptiste disait la difficulté de trouver des conseillers municipaux, par exemple, ou des maires sur les territoires, c'est-à-dire qu'il y en a pléthore. C'est-à-dire que sur un village comme le mien, où il y a 300 habitants et du coup, il doit y avoir 200 votants, il y en a quand même 11 qui sont au conseil municipal. Il y en a 5 qui sont impliqués sur le comité des fêtes. Il y en a au moins 4 que je connaisse qui sont impliqués dans des clubs de sport. Il y en a 2 qui sont sapeurs-pompiers. En gros, si on regarde le ratio de gens qui sont engagés sur ces territoires-là, il est quand même hyper important. Et c'est vrai aussi pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il y en a dans le comité des fêtes, etc., des jeunes qui sont impliqués ou qui sont impliqués dans des choses qui leur sont plus propres, quoi, de festivals, etc. Mais en tout cas, il y a une implication qui est hyper forte. Ça, il faut quand même le noter. Sur la question de l'éloignement, ça me semble intéressant, c'est-à-dire qu'on avait mis en lumière sur l'avis du CESE que les jeunes avaient des problématiques de mobilité encore plus fortes que que le reste de la population, notamment parce que les services dont ils ont besoin, aller chez un gynéco, une auto-école, etc. En gros, les services dont ils se servent, leur panier de services, il est bien plus éloigné de ces territoires-là, etc. Donc ça, c'est une vraie problématique et aujourd'hui, on a quand même du mal. Alors, sur le territoire famille rurale, tente des expérimentations autour de la mobilité solidaire avec des bénévoles, etc. Mais on a du mal quand même à avancer aujourd'hui sur ces problématiques de mobilité qui pour autant structurent. Et ben, peut-être pour contrebalancer les freins, parce que j'étais plutôt là-dessus tout à l'heure, de dire qu'en même temps, il se joue des choses, ça se joue à pas grand-chose sur un territoire rural. On a la chance d'avoir une population qui est quand même assez mélangée, c'est-à-dire qu'on a des classes sociales différentes, etc., à l'intérieur même des villages, et il y a peu d'espace comme ça. Au final, on a une capacité, s'il y a les bons acteurs, s'il y a la dynamique, etc., qui se met en place sur un territoire, on a une capacité d'avoir une proximité entre les jeunes et les élus, etc. Et c'est ça qui est d'autant plus dommage là où ça se fait pas, c'est-à-dire qu'il manque pas grand-chose sur ces territoires-là. Et il y a notamment le bouquin de Vincent Grimaud qui s'appelle La Renaissance des campagnes, qui a sorti 2-3 ans peut-être. Du coup, qui met ça en évidence, c'est-à-dire il y a plein de territoires qui aussi se redynamisent, se dynamisent, etc. Simplement parce qu'à un moment donné, il y a 3-4 personnes qui se retrouvent et ça fonctionne. Voilà, si j'avais besoin sur la question des freins, j'ai quand même été. Je vérifie. On a sûrement. Non, bah écoutez, je laisse la parole. Super, merci. Alors Mathieu, est-ce que de votre côté, donc on a quand même une certaine forme d'inquiétude face au désengagement donc sur les territoires ruraux. Est-ce que c'est une inquiétude qui vous paraît fondée ou est-ce que au contraire, donc parmi tous les freins qui ont pu être évoqués précédemment, il y a des solutions concrètes pour lever ces freins? Peut-être un angle qu'on a évoqué, qu'on peut creuser. Il y a quelque chose qui se joue dans les questions d'engagement et de participation, c'est la question des émotions en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose déjà de l'ordre de faire face aujourd'hui dans un monde qui présente des menaces presque existentielles. Je pense à la transition environnementale à laquelle on fait face, mais aussi dans des territoires en déprise, entre guillemets, où il y a des chocs économiques, avec encore aujourd'hui des emplois qui disparaissent presque du jour au lendemain, avec des chocs sociaux. Et donc, il y a quelque chose dans l'univers affectif, en fait, de ces territoires qui est important. Et
On évoquait la question de la formation. Les élus, les agences sont, et puis même dans le monde associatif, c'est pareil, on n'est pas forcément armé, outillé, formé sur l'accueil des émotions, le fait qu'elles puissent jaillir, des émotions fortes, de colère, de tristesse, bien sûr positives aussi. Il se trouve qu'en plus, dans les territoires dont on parle, peut-être un peu plus que dans les métropoles, il y a de l'interconnaissance, en fait. Les gens se connaissent, ou s'ils ne se connaissent pas directement, ils se connaissent par proximité assez rapide. Les informations circulent. Quand on se positionne, en fait, dans le débat ou dans l'action, ça se sait. Et donc, cette question de l'univers affectif et des émotions est un sujet qui prend beaucoup de relief en tout cas là où nous, on a pu intervenir ou soutenir des démarches de coopération et de participation dans les mondes ruraux. Et c'est assez technique, en fait. C'est pas de l'impro. Oui, il y a des personnes qui sont spontanément plus facilement dans le lien, dans l'accueil de l'autre, dans l'empathie. Aujourd'hui, il y a un champ d'investigation universitaire qu'on appelle les compétences relationnelles stratégiques, les CRS. Donc, c'est un univers ethno-anthropo assez riche. Mais tout ça pour dire que derrière, il y a quelque chose d'assez technique sur est-ce qu'on peut se former à, en tant qu'élu, agent, responsable associatif ou n'importe qui, se positionner dans un univers affectif de sorte qu'on nourrisse non pas les colères, les clivages, mais évidemment pas non plus de les effacer, de les mettre sous le tapis, mais d'accueillir en fait ces conflits et ces zones un peu de friction pour construire avec ça de la coopération, une capacité à fabriquer des choses ensemble. Encore une fois, c'est technique, c'est méthodologique, et donc je trouve que c'est un champ d'investigation très important qui vient toucher un petit peu l'intime de chacun, parce que finalement, ça pose la question de comment on se sort, comment on arrête d'en faire une histoire perso, comment on se sort un tout petit peu de l'ego, comment voilà, on se positionne dans un univers où finalement, si on ne le fait pas en collectif, on ne le fera jamais. Donc c'est à la fois un frein, cette question de la puissance des émotions et de l'univers affectif à l'échelle d'un microcosme local où tout le monde se connaît, mais c'est aussi un champ d'investigation et de construction de capacités collectives qui est, je trouve, très, très riche et en plus assez enthousiasmant à creuser. Merci Mathieu d'avoir développé ce nouvel angle d'attaque. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour conclure? Ensuite, on prendra votre question d'autres freins à identifier, ou même est-ce que les actions donc, que vous avez citées auparavant, telles que les tiers-lieux, etc., répondent bien aux freins qui ont pu être évoqués par les différents intervenants et tout au long de cet échange? Très rapidement, parce que je crois que Bertrand et Mathieu ont très bien expliqué, et je pense que dans nos présentations sur les interventions précédentes, on a pu les évoquer. C'est évident c'est toujours pareil, hein, c'est pas l'idéal, c'est-à-dire qu'on a à la fois, ce que Bertrand dit, c'est très vrai, en proportion, quand on regarde le nombre de gens qui sont engagés, que ce soit dans les conseils municipaux, les assos, etc., il y a forcément, pour faire vivre son territoire, il y a cette nécessité d'engagement. Donc ça, c'est des facteurs qui sont plutôt positifs. Et quand on se retrouve, voilà, un peu, voilà, dans ces communes où justement, pour faire vivre son territoire, il faut s'engager. Il y a quand même une forme de tradition, d'habitude, etc., qui se transmet aussi de manière familiale. Et ça permet effectivement plutôt de favoriser l'engagement. Après, les freins, on les a évoqués. Je pense qu'il y a les questions de formation. La question de la mobilité, elle est quand même majeure. Aujourd'hui, c'est évident qu'avec le manque de transport public ou le manque de solutions de mobilité dans un grand nombre de ces territoires, nous, c'est une question, là, on est en train de monter un projet justement mobilité, la mobilité solidaire avec ses chauffeurs bénévoles, etc., Bertrand parlait. Il faut pouvoir offrir des possibilités de se déplacer pour pouvoir s'engager aussi. Donc, je veux dire que en fait, les problématiques que retrouvent ces territoires, notamment en termes de services, elles sont forcément corrélées après à un certain nombre de difficultés qui peuvent être liées à l'engagement, tout comme la question de l'emploi. S'il y a une partie aussi des jeunes qui ne reviennent pas après leurs études, c'est aussi pour des questions parfois tout simplement d'emploi. Donc ça,
à partir de là, effectivement, c'est des freins, mais qui sont des freins, j'allais dire, qui rejoignent un peu les freins de manière générale des zones rurales. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut que les associations, en tout cas, offrir ces possibilités de nouvelles formes d'engagement pour pouvoir dynamiser et miser aussi sur, au-delà des formes un petit peu plus classiques, d'avoir aussi ces nouveaux lieux, ces expérimentations. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été surpris quand on est au niveau national, ce que je disais tout à l'heure, on découvre plein de choses en se déplaçant, etc., en voyant ce que fait son réseau. Et c'est vrai que nous, quand on fait des congrès famille rurale, moi, j'ai toujours été frappé justement par le nombre très important de jeunes en fait qui s'y trouvent, soit parce que c'est des salariés qui sont engagés dans les structures, etc., soit parce que c'est des bénévoles. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, enfin pour moi, au-delà des freins, il y a quand même un potentiel et énormément de positifs et en tout cas de façon de s'engager dans ces territoires-là, quoi. Merci Jean-Baptiste. Donc, inquiétude non légitime, ou en tout cas pas plus légitime qu'ailleurs, si je comprends bien. Eh bien, je vais donc ouvrir à la salle la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez le faire dans le chat ou prendre directement la parole. On a environ 15 minutes, donc on peut prendre deux, trois questions. Pas de questions? En tout cas, moi, j'en pose une qu'on n'a pas eu forcément l'occasion de développer, alors qu'on a parlé du rapport de l'ICPC en faveur de l'égalité de genre. Donc, Bertrand, vous aviez commencé à évoquer donc justement cette question d'inégalité de genre. Comment on fait finalement le parallèle de cette question avec l'engagement, avec les territoires ruraux? En quoi ces inégalités viennent affecter à la fois la vie sur les territoires ruraux, quelles sont ces spécificités et notamment comment cela affecte l'engagement? Eh bien, du coup, on est sur ce qu'on avait pu marquer sur des territoires où on est bien plus marqué par son genre que sur d'autres territoires. C'est-à-dire, et ça touche l'ensemble, c'est-à-dire l'espace public, même rural, avec son café qui est plutôt accessible aux filles, avec son city-stade où c'est plutôt les garçons qui touchent la balle, etc. Et l'ensemble dans la ville-centre, et il y a peu d'espaces qui sont en gros pensés pour être mixtes. Et du coup, les garçons, ils sortent bien plus, aussi parce qu'il y a les questions de mobilité, de transport, c'est-à-dire que c'est bien plus facile pour un gars de prendre sa mobilette ou de prendre son vélo que pour une fille. On a moins peur, c'est plus accepté, etc. Et ça touche évidemment l'ensemble des champs et notamment de l'engagement. Et puis quand il y a la question de l'engagement, et ben ce qu'on se rend compte, c'est que c'est plutôt les filles qui font la vaisselle dans la salle des fêtes. Et puis c'est les gars qui vont bouger les tables, etc. Et ça, c'est quand même euh, embêtant. En tout cas, ça c'est plus marqué sur ces territoires-là qu'ailleurs, même si malheureusement c'est marqué partout. Et du coup, il y a besoin de travailler, enfin de prendre conscience, de travailler sur les stéréotypes qu'on a, et ça rejoint de fait quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes, ça rejaillit aussi sur la question du racisme, de l'homophobie, etc. Parce que c'est quand même les mêmes préjugés au démarrage. Et du coup, de pouvoir travailler sur ces stéréotypes, ça permet, l'idée c'est en tout cas de développer la formation pour que le regard change et qu'on mette en évidence ces choses-là et qu'on puisse les faire évoluer. Et c'est vrai aussi sur la question de l'implication, etc. C'est plutôt des hommes qui sont responsables associatifs dans les territoires ruraux, bien plus que les femmes. Voilà, alors qu'elles sont secrétaires. Et du coup, ça, il y a besoin de se donner des règles. Et c'est pour ça, moi, j'étais un peu. Je ne sais pas si c'était dans l'agenda rural, mais il y a quand même un certain nombre d'élus qui se sont battus pour être exonérés des règles de parité, etc., dans les petites communes. Ça, c'est une vraie bêtise, me semble-t-il.
Merci Bertrand, Jean-Baptiste, Mathieu, est-ce que vous aviez quelque chose à dire là-dessus? Et moi, je me posais la question, donc vous aviez parlé du fait qu'il y a plus de responsables associatifs. Bon, après, je pense que c'est un constat plutôt général, donc hommes que femmes, mais est-ce que vous avez en tête des chiffres? Est-ce que les femmes en territoires ruraux, par exemple, sont moins engagées qu'au global? Est-ce qu'il y a vraiment voilà, une grosse différence d'engagement entre hommes et femmes dans ces territoires ruraux au global, sans parler de les hommes vont plutôt s'engager dans les clubs sportifs et avec un niveau de responsabilité, les femmes dans d'autres actions. Est-ce qu'on a quand même une grosse différence d'engagement entre ces deux sexes par rapport à l'ensemble du territoire français? Moi, rapidement, pour rebondir, hein, je partage ce qu'a dit Bertrand. Alors nous, à Famille Rurale, c'est un peu particulier. On n'est pas dans la norme parce que nous, en fait, on a beaucoup plus de femmes qui sont responsables, en fait, et qui drivent nos associations. Mais ça, c'est un peu lié aussi, et je pense que c'est historiquement aussi à un certain nombre de stéréotypes, ce que disait Bertrand, c'est qu'évidemment, comme nous, on a des structures qui, au départ, se sont montées, par exemple, pour apporter un service, des crèches, centres de loisirs, etc. Donc forcément, en fait, on a plus de femmes qui s'y sont impliquées. Alors ça, c'est positif, mais il faut aussi voir que ça répond à voilà, une logique historique qui peut être parfois liée justement aux stéréotypes de genre. Effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits sur ces questions, même assez récemment. Et c'est vrai qu'on constate, voilà, dans les zones rurales, c'est vrai que les stéréotypes de genre ils peuvent être parfois accentués. Ça aussi, c'est dû au fait que, rien que pour les femmes, par exemple, la structuration des emplois sont plutôt type masculin, l'accès aux soins très compliqué, etc. Il y a moins de structures d'accueil aussi. Il y a le travail qui a été fait sur les violences faites aux femmes, etc. C'est beaucoup plus caché, beaucoup plus tabou. Donc voilà, il y a un climat qui parfois est pas forcément propice. Et donc du coup, c'est pour ça que ça, c'est en tout cas un paramètre qui doit vraiment être pris en compte dans les politiques publiques et aussi dans les associations, effectivement, pour qu'en fait on puisse donner assez naturellement une place à chacun, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est important, même si nous, c'est vrai que c'est un peu différent dans notre mouvement, mais voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Peut-être en lien avec le rapport de l'Institut dont je parlais tout à l'heure, quelque chose qui se passe au niveau des prises de parole, en fait. Ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est comment il caractérise de manière très précise tout ce qui va amener quantitativement et qualitativement à ce que la parole des hommes soit plus forte que la parole des femmes. Quantitativement, c'est-à-dire en fait la quantité de paroles déversées par les hommes est beaucoup plus importante parce qu'on les laisse parler plus longtemps. Il y a des stats derrière. Ce Hein? matin, par exemple. Ouais, c'est clair. Maintenant, il aurait fallu que tu trouves une intervenante. J'ai cherché, ça a été un sujet. D'ailleurs, c'est vraiment, je vous le promets, le premier webinaire que je fais où il n'y a que des hommes qui prennent la parole. Ça n'est pas une habitude. Du coup, on va te laisser un quart Mais d'heure oui, de c'est un conclusion. bon exemple. Non, mais c'est vraiment un truc. Et donc, c'est très bien d'expliquer quantitativement, qualitativement sur la question de l'écoute, de la légitimité, évidemment de l'autocensure. Et donc, là aussi, techniquement, comment tu fais pour sortir de l'autocensure? Quelles règles tu fixes au démarrage des temps d'échange? Comment aussi tu utilises du non-verbal? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un tas de techniques d'animation qui permettent de sortir du pur verbal pour que les personnes, alors, soit pour des questions de genre, mais soit pour des questions tout simplement de timidité, de traits de caractère, puissent exprimer quelque chose, un point de vue indépendant, sans passer forcément par la prise de parole devant 50 personnes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il y a des trucs qui sont assez discrets aussi, mais qu'il faut reprendre. Je vais vraiment prendre une caricature et j'espère que personne ne se reconnaîtra, mais c'est une phrase que j'ai entendue sur un territoire il y a 15 jours, où en gros, un élu, un mec de 50 ans, disait: non, mais de toute façon, nous, les vraies décisions, on les prend entre mecs à l'apéro, quoi. Et donc,
ce que ça dit en creux, c'est que c'est effectivement des mecs autour d'une table avec de l'alcool. Mais en fait, ça va pas. Rien ne va, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait que des mecs, il faut pas que ce soit autour d'une table, il faut pas qu'il y ait de l'alcool. Alors, je suis pas du tout en mode puritain, il faut pas d'alcool dans l'absolu. C'est juste que, en fait, l'alcool, c'est quelque chose qui va perturber, en fait, la mécanique de déconstruction des stéréotypes. Et donc, on peut avoir cette image désinhibant, on boit un coup et du coup, on va pouvoir parler plus librement. C'est le contraire qui se passe, en fait. C'est que ça va, en fait, nourrir les stéréotypes et les biais, en fait, qui se glissent malgré nous dans les conversations, dans le dialogue, etc. Donc, voilà, je referme cette parenthèse, mais la phrase m'avait marqué. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un travail très intéressant à mener sur comment on fixe des cadres et des règles, ne serait-ce que de discussion et de travail en commun qui permettent de moins se laisser prendre au piège des différents biais relatifs aux stéréotypes qu'on a tous dans la tête. Merci Mathieu. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y aurait une éventuelle question? Pas de regret, je pose la question quand même, hein, sinon les 5 minutes pour clôturer voilà, seront bien remplies. Mais voilà, je veux être sûre de ne pas vous brider. Si vous avez une question, c'est maintenant. Ok. Bon, pas de question. Bah, écoutez, pas de regret. En tout cas, il y aura une rediffusion du webinaire sur la chaîne YouTube de Pro Bono Lab. Également, un article récap des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui avec le partage des ressources des intervenants et aussi celles qui ont été mises dans le chat. Donc, merci à vous pour votre dynamisme et pour le partage de ces ressources. Je n'ai pas d'autres rendez-vous de webinaire à vous donner. Je vous dis plutôt rendez-vous en septembre parce qu'en tout cas, les webinaires organisés Pro Bono Lab dans le cadre de l'Observatoire se termine pour ce premier semestre. Donc voilà, je vous donne peut-être juste rendez-vous d'ici une semaine ou 10 jours pour avoir le récap de ces échanges. Et je remercie beaucoup Jean-Baptiste, Mathieu et Bertrand pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et pour les riches échanges qu'on a pu avoir, que ce soit lors de ce webinaire ou également en amont pour la préparation. Un grand merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.